Amis du club du Corniquet, bonjour. Non, voilà, c'est dit. C'est dit, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en fait, je pense que lorsque l'on pense non, on n'arrive pas toujours à le dire. Certaines personnes y arrivent. Il y a Rosa Parks. Il y a aussi notre ami Louis Fouché. Oui, je mets Louis Fouché et Rosa Parks dans la même phrase, car n'en déplaise aux grincheux, il n'est pas si facile que ça de sortir de son environnement de base et d'aller contre tous ses collègues, contre ses congénères, contre la société, contre Martin Blachier. Louis Fouché, bienvenue au club. Bonjour Miuma, merci beaucoup de me recevoir. On peut dévoiler déjà, on se connaît un peu d'avant, hein, parce que tu as participé à Info Covid et ta voix de stentor, je sais pas comment on dit en musique, si c'est baryton ou basse, venait égayer nos soirées sur Zoom dans nos réunions tous les lundis soirs du cercle de coordination, parce que toi tu t'occupais du cercle des artistes et essayer de faire vivre une part artistique pendant ce moment où les artistes étaient non essentiels. Ouais, c'est vrai. Je te remercie de le rappeler. Merci. C'était un bon moment et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Comment ça va, Louis? Ça va bien, il y a une petite fatigue existentielle de la- de l'ambiance générale du monde dans lequel on vit, et cette espèce d'impression de vivre dans un délitement permanent où ça n'en finit pas de s'auto-effondrer sur soi-même. Et ça, là-dedans, bon, on peut y mettre pas mal d'humour, on peut y mettre de la créativité pour essayer de construire autre chose, mais il y a aussi des moments de détresse, des moments où ça, on se dit mais c'est pas possible en fait. Là, tous les gens qui nous gouvernent sont des tordus pédocriminels. C'est incroyable quand on regarde ce que a délivré le Department of Justice, c'est-à-dire le ministère de la Justice américain, ces derniers temps sur les dossiers Epstein. On avait beau être au courant, on avait beau voir circuler ces informations sur Twitter, sur Facebook, dans les différents réseaux pendant le Covid. Ça avait déjà été douloureux d'en prendre conscience, mais maintenant le fait que ça ressorte à la surface et puis que notre société fasse comme si de rien n'était, encore une fois, ça c'est encore plus douloureux. Tu vois, de se dire mais bon bah au fond il y a une espèce d'inertie dans l'existence de nos concitoyens et qui est proprement étonnante quoi. Inertie au sens c'est inerte quoi. Est-ce qu'il reste encore un élément vivant, quelque chose qui vibre, qui a envie de mettre au monde quelque chose de plus beau, ou est-ce que c'est juste rendu à être une survie quoi, jusqu'à la mort, en essayant de se parer de tous les artifices de la matérialité, qui avoir la nouvelle bagnole, le nouvel iPhone, le nouveau car park. Et donc il y a des petits moments de désespoir, je ne le cache pas, et où je manque de confiance. Et puis assez vite, il y a un petit rebond au fond de la piscine quand on se dit bah non, bah c'est pas grave, en fait, tout est parfait, le monde est comme ça. Il y a rien à changer, quoi. Il y a pas à vouloir changer l'autre en face. Il y a juste à constater comment il est, et puis à revoir qu'en miroir, on a été exactement pareil pendant des années. Qu'il nous a fallu peut-être certains événements pour nous mettre en mouvement. Et si tu prends ça, c'est l'histoire de toutes les épopées héroïques. C'est quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell qui a écrit sur l'épopée héroïque. C'est un historien des religions et un sociologue, anthropologue américain qui avait travaillé à Chicago, qui a été professeur d'université et qui avait écrit Le héros aux mille et un visages, et qui montrait que le héros au départ il veut pas entendre. À chaque fois, on vient de toquer à sa porte, il faut que tu sortes et que tu fasses ta vie héroïque. Ouais, je vais m'endormir, quoi, y a rien de spécial. Jusqu'à ce que vraiment soit on défonce sa porte à coups de bélier avec une escouade de flics qui viennent l'arrêter. Ça c'est ce qui s'est passé par exemple en Union soviétique pour Solzhenitsyn. Euh, mais soit ce soit une lettre recommandée qui vient et qui vient bouleverser leur vie, soit la maladie, la vieillesse, la mort de quelqu'un de proche. Et pour moi, ça veut dire que c'est assez rassurant. Il y a toujours un moment où se passera la convocation héroïque pour n'importe qui. Alors, ça veut pas dire qu'on a tous le même niveau d'héroïsme, hein. Il y a une phrase qui dit à ceux à qui il est donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Je pense que des gens comme Robert Kennedy Jr., par exemple, il leur a été donné beaucoup. Tu vois. Ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, dans une famille d'oligarques américains, des milliards sur des comptes en banque un peu partout dans le monde, avec une connaissance parfaite du système de l'oligarchie, de la mafia qui règne dessus. Tu vois,
il a probablement pas eu à attendre 45 balais pour prendre conscience qu'on était dominé par une petite caste oligarchique sectaire complètement déjantée et qui apatride, qui régnait sur le monde par l'argent, la corruption et dans et c'est intéressant, c'est aussi une période qui fait prendre corps à des choses qui étaient uniquement dans les textes. Tu vois, quand on parle du diable, de Satan, qu'il est le tentateur, qu'il est le prince de ce monde, qu'il est celui qui distribue la richesse, la gloire en partage, dans les tentations au désert, par exemple, pour le Christ, hein, chez les chrétiens. Euh, Bah, c'était bon, c'était des textes, quoi. Ok, ouais, tout ça est symbolique. Et tu te rends compte que maintenant, c'est pas symbolique, en fait. C'est au pied de la lettre. C'est exactement comme ça qu'est notre monde. Et ça, tu vois, d'un coup, le monde prend un relief très différent. Et ça, moi, j'ai encore besoin de l'apprivoiser, tu vois. Je suis pas encore, c'est pas encore facile pour moi. Et il C'est y a vertigineux. ouais, et il y a plein de deuils qui sont pas complètement faits. Or, dans l'épopée héroïque, il y a l'idée d'un deuil à faire. Que ta vie d'avant, bah, faudra la laisser de côté, que bon, bah, c'est fini, quoi. Ça y est, t'as grandi, t'es plus un enfant, quoi. T'es passé à autre chose. Or, bah, l'enfance en tant que médecin à l'hôpital avec l'administration de l'hôpital qui fait tout pour toi en termes de sécu, en termes de retraite, en termes de tout ce que tu veux. Tu vois, au fond, c'est hyper confortable, quoi. T'es dans un cocon hyper protecteur où t'as pas à te soucier. T'es comme un gros biberon qui tombe chaque mois, qui est ton salaire et tout ça. Euh, mais t'es quand même un esclave. Et enfin, d'une certaine manière. Et là, le fait d'en être sorti, à la fois, il y a un grand moment de liberté, mais un grand frisson de liberté, tu vois. C'est un frisson à la fois de joie et d'exaltation, et puis un frisson de peur et d'effroi face à tout ce qu'il y aurait à faire, à l'immensité de la tâche. Euh, donc, enfin voilà, peut-être ça répond qu'à côté à ta question, mais ça va très bien au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau de l'équilibre émotionnel, psychologique, etc. Je ne suis absolument pas suicidaire. J'habite au rez-de-chaussée. Ma voiture a été révisée il y a moins de quelques heures. Je n'ai aucun problème de frein, de carburateur ou quoi que ce soit. Je ne fais pas de travaux en altitude ni rien. Je n'ai pas de piscine. Je ne nage que très rarement. Donc voilà, tout ça va très bien. Et je dis ça un peu pour rire et un peu parce que j'ai constaté que quand on essayait de s'opposer au système, on pouvait être broyé par lui d'une manière extraordinairement brutale. Et t'as pas de Et fusil de chasse dans ta voiture? j'ai pas de fusil de chasse dans ma voiture, j'ai pas même Ah, pas de ok. marteau pour me défendre, mais tu sais, on a déjà retrouvé de la drogue dans ma voiture qui avait Ah, été déposée pendant la nuit. Et donc on a essayé de la ramener au commissariat en disant bah, on a déposé un truc dans notre voiture quoi, on veut même pas savoir ce que c'est en fait, on veut vous le donner et dire c'est pas à nous quoi, et que vous nous fassiez un papier comme quoi c'est bien pas à nous. Et au début les flics voulaient pas le prendre, en disant mais surtout que c'était tard le soir et c'est ma femme qui est allée. Et donc au début les flics disent non mais nous on a des formulaires que pour si on vous vole quelque chose, si on vous le donne, c'est pas ça, il y a pas de case, tu vois. Et puis ma femme insiste, il va physiquement, puis il l'envoie à bouler en disant non mais c'est n'importe quoi, c'est quoi encore cette histoire, il était 23h. Puis elle s'assoit dans la salle d'attente comme ça, les bras croisés, puis elle dit bah ouais, j'attends quoi. Donc au bout d'une heure, elle a regardé comme ça, tu vois. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Ben, je veux que vous veniez dans la voiture, que vous preniez les sachets de poudre blanche qu'il y a, et que vous les repreniez, et que vous disiez c'est pas à eux, voilà, ils le déclarent, etc. Ouais, mais on sait pas ce que c'est, et puis pourquoi quelqu'un aurait fait ça? Et là, elle dit bah mon mari, peut-être qu'il y a des gens qui veulent lui nuire, il est un peu connu. Alors là, il y a une petite flamme qui s'éclaire dans les yeux, tu sais. D'un coup, ça se met à fait dire, oh, quelqu'un de connu, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils s'imaginent un joueur de l'OM, tu vois, un truc, un mec qui est important, quoi. Puis elle leur dit, mais alors, ils leur disent, ils lui disent, c'est qui votre mari? Il dit, bah, Louis Fouché. Là, le visage impassible et vide du policier, tu vois, qui fait, genre, et dans sa tête, il dit, bah, je sais même pas qui c'est, en fait, j'ai pas du tout connu, quoi. C'est quoi cette folle, quoi? Bon, c'est bon, allez, on va lui reprendre sa dope, quoi. Et puis, donc ils sont venus, ils ont pris. Mais quand même, bon, ça c'est l'anecdote si tu veux. Mais pour te dire que c'est une parmi les anecdotes des différentes choses où tu dis, tiens, c'est quand même bizarre. ouais. Il y a des choses qui se passent qui sont pas tout à fait normales, quoi. Comme
Tu vois, chez Vincent Pavant, dans le moment où on était le plus actif dans l'info Covid, il y a eu, je crois, 3 effractions avec vol de ses ordinateurs à chaque fois. Il s'est fait voler ses ordinateurs dans le train aussi plusieurs fois. Alors, il est peut-être très distrait. Enfin, à ce niveau-là, Mm. tu vois, ça commence à être Connaissant un Vincent, ça peu. m'étonnerait pas. Ouais, voilà. Et donc, ça, c'est aussi ce qu'on a connu ces dernières années et qui me pousse à la prudence. Euh, c'est euh, c'est que tu tombes si jamais tu t'attaques à trop gros ou si t'as pas assez de réseau. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ami de Paolo Borsellino, qui sont 2 juges antimafia, qui avec tout un groupe de juges et de procureurs antimafia en Sicile d'abord, puis en Italie dans l'ensemble, se heurtent à la Cosa Nostra sicilienne et à toutes ses ramifications avec les États-Unis, avec la France, avec la démocratie chrétienne italienne, avec donc un parti politique qui avait le pouvoir en Italie, avec la mairie de Palerme, avec les industriels du coin, avec tous les promoteurs immobiliers et finalement tous les parrains mafieux qui font du trafic de drogue, à la fois en termes de récupération de la drogue, de transformation et d'export vers les autres pays. Et la grande difficulté de Giovanni Falcone, qui va finir assassiné hein, quand même, donc c'est un destin tragique. Hein. Euh, vous pouvez lire ça, une de ses biographies, parce qu'il y a beaucoup de biographies, c'est resté un héros légendaire, on va dire, en Italie. Euh, et une de ses biographies a été faite par Roberto Saviano, qui est celui qui a écrit Gomorrah. Et qui a donné lieu à un film sur la Camorra napolitaine, qui est un autre système mafieux. Et Roberto Saviano, il vit sous escorte policière. C'est-à-dire juste le fait qu'il écrive sur ces sujets-là fait qu'il est en danger et qu'il a besoin qu'il y ait des policiers. Sauf que, en plus, il y a le doute que les policiers eux-mêmes fassent partie de la mafia et soient là pour le buter, si tu veux. Donc, et maintenant en France, vous savez que bon, est-ce que les policiers font partie de la mafia? Est-ce que les procureurs font partie de la mafia? Est-ce que les présentateurs de télé, est-ce que les hommes politiques font partie de toute cette mafia, cette pieuvre dont on a parlé? Bah, oui, évidemment, pas tous, mais une partie d'entre eux significative. Euh, si vous regardez à qui sont systématiquement confiés les dossiers, par exemple, de pédocriminalité, et comment ils sont classés sans suite, il y a quelque chose d'assez étonnant quand même, à tout le moins qui devrait poser question à d'autres procureurs, qui pourraient se saisir du dossier, mais qui bizarrement ne s'en saisissent pas. Euh, enfin, bref, on pourra développer sur ce sujet-là si tu veux, mais pour dire que dans ce livre de Roberto Saviano, il décrit que, au fond, la grande difficulté pour Giovanni Falcone, c'est d'arriver à faire comprendre autour de lui que tout ça est un système, que ça n'est pas d'un côté du racket, d'un autre côté des putes sur le trottoir, d'un autre côté de la dope dans les quartiers, d'un autre côté de la corruption pour obtenir des marchés publics, pour construire tel ou tel rond-point ou telle autoroute ou tel truc, que c'est encore une autre chose que la corruption des élections avec l'achat de logiciels de comptes pour frelater les élections ou l'achat de parts enfin la corruption surtout de médias pour réussir à avoir les parts d'audience suffisantes pour laver le cerveau des gens et faire élire leur boîte de lessive, qu'elle s'appelle Macron, ou qu'elle s'appelle Sarkozy, ou qu'elle s'appelle François Hollande. Euh, et que tout ça n'est pas du tout fortuit ni disjoint. Parce que chacun arrive à comprendre un élément, tu vois, quand tu lui montres, quand tu parles à nos concitoyens et que tu leur dis, bah, ouais, il y a une étude qui est frauduleuse, l'étude du Lancet Gate. Ah oui, bah oui, ça arrive. Bon, bah là, c'est un petit groupe qui a fait une étude frauduleuse sur l'hydroxychloroquine pour la décrédibiliser, mais bon, ça ne veut rien dire sur. Mais il y a une décision publique d'un ministre qui interdit l'hydroxychloroquine suite à cette étude. Ah bah oui, bah ça arrive, c'est normal. Il utilise la science. Bon, il a pu se tromper. Oui, mais il est jamais revenu en arrière. Au bout de 15 jours, on a retracté. Non, non, mais ouais, mais c'est de l'incompétence. Mais bon, tu sais, c'est pour protéger le public quand même. Euh, mais tu sais, il y a eu une préparation de l'événement du Covid. Il y a eu un grand show, un grand warm-up qui s'appelait Event 201 avec tous les médias, les influenceurs, les BlackRock, McKinsey, etc. pour qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie d'un virus respiratoire terrible dans les pays occidentaux, etc. Ah, non, et ça s'est passé quelques mois avant le début du Covid. Oui, non, mais ça n'a rien à voir en fait. Mais attends, Mark Zuckerberg sur Facebook a dit qu'il avait censuré sur ordre du gouvernement tous les contenus qui étaient en défaveur du remdesivir, de la vaccination et qui remettaient en cause la gravité du Covid et qui remettaient en cause les injonctions comme le masque, la distanciation sociale, etc.
Ah oui, bah oui, peut-être c'est aux États-Unis, quoi. Non, mais tu vois, et après t'as les Twitter Files, et après donc je pourrais, la liste est longue, hein, si tu veux. C'est un système, et c'est assez complexe de faire comprendre ce système. Et ce système est tenu par des gens, des personnes, hein, qui existent, quoi. C'est pas juste des entités euh, invisibles, tu vois, sous la forme d'entreprise et tout. C'est aussi ça, hein. Mais c'est à la fin quelques personnes qui sont en charge de décider de la vie et de la mort des gens, de quel marché s'ouvre, quel marché se ferme, de quelle loi on passe, de quelle loi on passe pas, etc. Et ça, pour la Cosa Nostra, ça s'appelle la coupole. Et la coupole, c'est des gens en apparence qui sont des vieux monsieur dans une ferme au fond de la Sicile, qui vivent chichement en mangeant leur lait de brebis le matin, et font une petite marche dans la campagne en cueillant des olives, qui ont l'air de rien, mais qui sont des dangereux parrains mafieux. Et les Don Corleone, etc. Et Carolina aussi, en effet. ouais, exactement. Ouais, ouais. Et c'est exactement pareil pour ceux qui nous gouvernent. À mon avis, ils ont moins l'air de rien. C'est-à-dire, ils ont quand même des très grosses baraques au bord du lac Majeur, au bord de la Riviera, à Montreux, ou je sais pas où, tu vois, ou en Californie, ou un peu partout à la fois, hein, parce que c'est des mille, enfin, voilà, il y a de l'argent à gogo, ce qu'on voit pour Epstein, hein. C'est que chaque fois que tu es un intermédiaire dans ces réseaux, bah, tu jouis de largesses qui font, en fait, tu ne respectes aucune des règles. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Ce sont des gens qui ne respectent aucune des règles collectives que nous nous imposons. Euh, et que pour arriver à ce niveau de cynisme, tout en imposant des règles aux autres, euh, il faut avoir transgressé. Il faut des espèces d'épreuves initiatiques. Or, ces épreuves initiatiques sont justement tout ce qui est décrit dans les Epstein Files, mais qui est aussi décrit par Alexandre Le Breton dans MK Ultra, par Cathy O'Brien sur la transformation de l'Amérique, etc., sont aller jusqu'au bout de l'horreur et de la transgression. Et c'est quoi le bout de l'horreur et de la transgression? Bah, c'est tuer l'enfance, c'est tuer l'ingénuité, c'est tuer ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus libre, et le souiller, le salir le plus possible. Et à la fin, le manger comme Chronos mange ses enfants, ou comme enfin, tu vois, ou comme n'importe qui dans des temps primitifs païens pouvait manger son ennemi pour prendre sa force et sa puissance. Et là, tu dis, waouh, c'est difficile à entrevoir. Et pourtant, bah, on l'entrevoit dans les Epstein Files. Mais bon, j'ai un peu dérapé par rapport à ta question initiale, excuse-moi. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'aide à... Alors, le verbe tenir n'est peut-être pas n'est peut-être pas le bon verbe, mais qu'est-ce qui t'aide à supporter cette pression? Parce que tu parlais tout à l'heure de Robert Kennedy, qui est né avec une petite cuillère dans la bouche, mais alors, sans faire de comparaison trop grand écart, on peut aussi le mettre dans le même sac que Rosa Parks, que toi. C'est-à-dire que lui, il est dans son confort, mais il aurait pu rester planqué en disant, bon, bah écoute, je vais trouver mon petit poste de sénateur et puis je vais rester à la cool. Il a quand même outrepassé ça pour aller vers la vérité, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à tenir, je sais pas, dans les livres, dans la musique, fait de... Faudrait qu'on parle de ton jardin aussi, hein, j'aimerais savoir ce qui devient depuis le temps. Ouais, Mais qu'est-ce qui t'aide à tenir le coup et puis surtout à garder cette positivité? euh, il y a plusieurs choses peut-être. Alors d'une part, c'est mobile, hein. Il y a des moments de up et des moments de down. C'est une des choses que j'ai constatées ces dernières années, c'est que accepter de regarder tout ça, c'est aussi accepter de sortir de l'anesthésie, un peu comme dans Matrix, tu vois. C'est que tu vas La passer par des caverne de phases, Platon. voilà, ou la caverne de Platon, et tu vas passer par des phases difficiles. De chaque nouvelle découverte, bah, te remet un coup. Et je vois qu'il y a comme une sorte de respiration. C'est peut-être une nécessité aussi d'avoir un peu de dépression, d'avoir un peu de tristesse de temps en temps. Et je vois aujourd'hui dans les collectifs un peu partout en France que l'énergie est assez basse. La plupart des gens, ils sont rincés quoi de tout ce qui se passe. Ils ont plus d'énergie à mettre en mouvement, hormis déjà de prendre soin d'eux-mêmes. Et peut-être c'est très juste, c'est-à-dire que faut déjà être fort à l'intérieur, tu vois, bien stable sur le moyeu de la roue, hein, c'est-à-dire vraiment au milieu, tu vois, tout tourne en permanence. Il y a des forces centrifuges. Il faut que tu prennes position pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Gaza, Israël, pour ou contre je sais pas quoi. Et si moi je restais au centre, quoi, en fait. Je regarde tout ça. C'est la danse de l'illusion autour de moi. Une vision plutôt bouddhiste des choses, on va dire. Tout ça est une sorte d'illusion.
et est-ce que j'arrive à garder à l'intérieur intact et ça nécessite de régulièrement prendre du temps pour soi. Or, tout est fait pour te voler ton attention, pour la distraire, l'amener vers les autres, vers le bruit du monde, vers Quentin qui est assassiné, vers machin que le truc qui est violé, vers je sais pas quoi, tu vois. Et les méchants wokistes, les méchants d'extrême droite, ou, tu vois, n'importe quelle narration, quelle qu'elle soit, et arriver à dire, ok, j'arrive à suspendre le bruit du monde, et là, je vais juste prendre un moment pour moi. Ce moment, il peut être de la musique, tu vois, de jouer d'un instrument de manière Toi, tu joues méditative. d'un Donc moi, instrument? je joue plusieurs instruments, mais de mal. Je suis pas un bon Ouais. musicien, mais je joue de la guitare, je joue du kamalengoni. C'est un instrument d'Afrique de l'Ouest, quoi. On va dire le wassolon et tout ça, qui sont un peu comme la kora. Peut-être les gens ils connaissent mieux la kora, qui sont comme les guitares africaines, faites avec une calebasse et puis un manche, et puis c'est une sorte de harpe quelque part et avec beaucoup de cordes. Et en l'occurrence, le kamalengoni, c'est plus facile pour moi parce c'est un instrument pentatonique. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de fausses notes. Tu vois, quand tu joues les notes, elles s'enchaînent assez bien. Et même si tu fais n'importe quoi, au fond, bon, ça va, ça sonne un peu, quoi. Et donc, il y a un côté un peu aérien, un- ouais, un peu méditatif. Donc, le fait de jouer de ça, c'est finalement, t'emmerdes pas trop ta famille parce que tu fais justement pas trop de fausses notes ou pas trop de trucs. Et puis tu peux mettre en place des espèces de rythmiques un peu comme des mantras, tu vois, qui sont des choses qui tournent comme ça, comme des ostinatos. Euh, pour ceux qui connaissent pas, un ostinato, c'est voilà, c'est un petit motif musical qui se répète quasiment à l'infini. Moi, j'ai été marqué par un des morceaux que tu avais fait qui s'appelait Inventaire, où c'est sur un tout petit ostinato, justement, une toute petite, un riff, quoi, on pourrait dire, sur lequel toi tu fais une sorte de slam sur bah, voilà, l'état de la Terre et la transmission que tu pourrais faire à ton enfant, de comment la regarder, euh, avec à la fois un constat un peu sombre et en même temps l'idée qu'il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de parts belles si on fait de l'inventaire de cette terre que tout ce qui est en train d'être détruit aussi, quoi. Et bon, peut-être tu pourras mettre le lien, je fais la pub, hein. Ouais, ouais, Peut-être tu peux carrément. commenter. Et Ouais, ouais, on pourra donc mettre le lien en description, bien sûr. je fais de la Et- guitare et puis je joue à la guitare des chants de marins ou du Brassens ou des chansons pour enfants, tu vois, que j'ai apprises pour accompagner mes enfants. Euh, Puis des, des, des prières aussi. Donc je joue des prières, des psaumes, des trucs tu vois un peu anciens, quoi, qui sont un peu comme le rock des premiers temps. ouais. Les grandes Bibliques plutôt ou, enfin, ouais, plutôt chrétien, enfin, bibliques, ouais, ouais, d'accord, ouais. et qui sont ouais, on pourrait dire un peu comme des gospels anciens, quoi. Ils sont les chants de l'esclave, les chants de celui qui demande à plus grand de l'aider dans ce moment de détresse. Et, euh, et donc je pense que ça c'est un des repères aussi, tu vois. Voilà. Il y a le piano et le fait d'accompagner au piano mes enfants. Moi, je rêvais un peu de faire, tu sais, comme la famille Trapp. La famille Trapp, c'est la mélodie du bonheur. Je sais pas si t'as déjà vu ce film, qui Oui, raconte oui, l'histoire d'un dignitaire autrichien au moment de l'Anschluss et qui tombe amoureux. Ça, il est veuf, et il tombe amoureux de la gouvernante de ses enfants, qui amène de la joie de vivre dans sa vie si austère. Et elle est la pointe de joie. Et c'est beaucoup autour de la musique, et ils forment un groupe de musique pour réussir à s'enfuir voilà, du Reich Reich nazi. nazi, ouais. Exactement. Et donc moi j'avais cette idée qu'on pourrait peut-être être itinérant avec mes enfants et faire un groupe, tu vois. J'ai toujours un peu eu ce rêve d'avoir une équipe de foot, tu vois. Bon, finalement j'ai eu 3 filles, donc autant te dire que c'était foutu pour le côté équipe de basket ou équipe de foot, euh, mais ouais. Voilà. Donc pour le moment on n'est pas un groupe cohérent, mes enfants veulent pas, mais de temps en temps on essaye de chanter, de jouer ensemble, et ça je pense que c'est vraiment un bon exercice, c'est celui d'apporter quelque chose individuellement et d'essayer de le mettre en résonance collective. Et j'ai souvent parlé de la question du bœuf de jazz, tu vois, en disant au fond c'est vraiment comment je et nous arrivent à s'articuler, et non seulement je, individu, et nous les autres, et ce qu'on va former ensemble, le groupe, mais aussi l'idée de partir d'un standard. Tu pars toujours d'un morceau archi connu, dont a priori tout le monde connaît la grille d'accords archi simpliste, où t'as, je sais pas, un fa, un ré, un truc comme ça, t'as 3 accords qui se battent en duel.
Et puis, à partir de ce truc très simpliste qu'on va entonner ensemble avec une rythmique qui se met en place, la batterie ou les congas ou les percussions, quelles qu'elles soient, qui vont vraiment fonder déjà la grande base de la vibration du morceau, bah, va venir une basse à la contrebasse ou à la basse. Donc c'est vraiment juste quelques notes, quoi. Dong 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 dong. Et à partir de ça, est-ce que d'autres vont venir, le clavier, le saxo, la guitare, encore ajouter autre chose, enrichir ce premier esquisse, cette première ébauche d'une structure, d'une architecture invisible sous-jacente, qui est pas explicite, c'est-à-dire la plupart des gens, ils entendent la mélodie, peut-être même avant d'entendre le rythme, mais le rythme, ils le vivent, ils vibrent à l'intérieur d'eux. Et quand ils dansent pas la mélodie, ils dansent la rythmique. Et là, c'est le corps qui parle, tu vois. Et au fond, on va entonner ça, le mettre, le faire tourner, c'est stable. Il y a une sorte de, tu vois, de retour. Le refrain, il est là. Et maintenant, on va essayer les couplets. Les couplets, c'est les solos. C'est chacun individuellement vient au centre et montre-nous ce que tu sais faire à partir de ça. Et il faut pas que tu ailles trop loin. Si tu vas trop loin, c'est perdu. T'es dans la stratosphère, quoi, en fait. Ouh, ciao, quoi. T'es comme devenu fou. Et les autres peuvent plus t'entendre. Peut-être c'est très intéressant pour toi, hein, d'être parti dans la stratosphère. Mais il n'y a pas d'air, tu peux pas respirer, et il y a un moment, tu y es perdu et tu tournes dans le vide. Tu vois, un peu comme ce personnage dans Inventaire, dans le clip, quoi. Et qui regarde depuis sa cabine spatiale, enfin sa combinaison spatiale. Et, euh, et donc il y a cette tension entre être au service de nous et puis vivre ce qu'on a à vivre individuellement. Et ça, pour moi, c'est tout mon travail dans l'action collective. C'est est-ce que j'arrive à apporter quelque chose, moi, ma lumière, voilà, qui est ma lumière, hein, bon, je fais ce que je peux, et euh, et puis avec tout mon parcours de vie, tout ce qui est venu en amont, la communication non violente, la réanimation, le bateau, le travail en équipe, l'accompagnement à travers les croisières, la vie des tempêtes, la vie de famille, Le colibri. voilà, les colibris, le fait d'être déconcerté par les enfants, l'extinction de la télé il y a 35 ans, qui m'a permis de me libérer sans même le savoir, l'absence de numérique dans ma vie, tu vois, j'avais pas de téléphone connecté jusqu'à il y a 2 ans, il y a 1 an, quoi. Pendant le Covid, j'étais activiste avec un téléphone à touche, quoi. Donc autant te dire que je pense que ça a fait chier d'ailleurs les services de renseignement. Euh, je m'en rendais pas compte à l'époque, moi, mais voilà. Mais c'est vrai que quand tu es obligé de faire de l'activisme avec un gourdin, quand ensuite tu récupères le sabre laser, là d'un coup, je sens qu'il est Tu dangereux, passes, quoi. tu passes dans le futur. Ouais, tu sens qu'il est dangereux, que tu peux te couper l'oreille assez facilement, mais donc faut faire gaffe. Et puis je le posais régulièrement, quoi, surtout l'éteindre. Sabre laser, il est majoritairement éteint, sauf quand t'es face à Dark Vador. Euh, mais euh, mais voilà, quoi. Donc Mais c'est ça, mais ouais, c'est de l'utilisation. Parce que je sais que toi, tu es très pointu sur la technique. Et je t'ai souvent entendu dire, en tout cas, moi, c'est aussi mon opinion, que tout ce qui est technique, que ce soit bah, le téléphone, aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'ordinateur, Internet, peu importe, la roue, le feu, bah, si l'homme arrive à le maîtriser, alors maîtriser dans le sens le dompter instantanément, enfin, momentanément pour s'en servir, et après pourquoi pas pouvoir, comme tu dis avec le téléphone, moi je suis assez d'accord avec ça, le ranger de côté et voilà, s'en servir quand on en a besoin, c'est là que la technologie prend tout son sens et qu'on peut arriver à ne pas être esclave de la technologie et que cette technologie-là reste notre esclave ou notre serviteur au moins. ouais, il y a une ambiguïté, hein, de toute manière. C'est-à-dire qu'à la fois on en est l'esclave et à la fois elle est notre serviteur. Il y a une dialectique du maître et de l'esclave, quoi. Le truc est censé être à son service, mais il faut que tu mettes ton mot de passe, ta date de naissance, tes informations sur là où tu habites, ton code de carte bleue. Là, tu te dis, tiens, c'est bizarre, en fait, c'est censé me rendre service, mais ça vient de m'extorquer mon code de carte bleue, quoi. Normalement, quand j'arrive au distributeur et qu'un mec me dit, tu me files ton code, soit tu lui files un pain, soit tu te passes barre en courant, tu vois, mais a priori, tu dis non, quoi. Tu vois, au début, en tout cas. Et normalement, il est obligé d'user de violence pour te l'extorquer. Là, il y a une espèce de douceur dans l'ex- dans le- dans l'expropriation, tu vois. T'es exproprié de toi-même, mais avec un enjôlement, c'est Kara qui te regarde et qui disait confiance, tu t'endors doucement, c'est sympa, j'ai telle nouvelle application, etc. Ça, c'est gratuit, quoi.
il y avait ce grand mouvement de dégooglisation d'Internet dont j'avais été un peu partie prenante avec des groupes comme les Chatons qui étaient de l'hébergement mutualisé, tu vois, des serveurs mutualisés gratos où on essayait d'héberger sur les différentes machines de tout le monde l'information ou des trucs comme comment ça s'appelle déjà une alternative à YouTube, PeerTube, ou encore d'autres choses, toutes les suites Framasoft, alternatives à Google. Donc, évidemment, c'est moins bien que Google, parce qu'ils ont beaucoup plus de budget, mais c'était voilà, les premiers à faire des pads où tu pouvais écrire ensemble depuis plusieurs ordinateurs en même temps, tu vois, un peu comme un Google Doc, mais un Framapad. Et bref, dans tout ce mouvement-là, il y avait explicitement marqué quand c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, ouais, c'est peut-être pas con. Quand on me donne quelque chose, c'est peut-être pour m'extirper autre chose, quoi. Alors, je pense que c'est encore plus complexe que ça. C'est-à-dire, je reviens sur la question de l'outil. C'est à la fois un commun et un outil d'asservissement. C'est à la fois quelque chose qu'on bâtit ensemble et qui nous est utile collectivement pour faire un monde plus beau ensemble. Et un outil de puissance. Par puissance, j'entends autre chose que le pouvoir. C'est-à-dire que la puissance, pour moi, c'est la puissance de la forge. Tu vois, chez les Gitans, il y a ce symbole très fort de la forge, ou en Espagne, la fragua. La forge, c'est l'endroit où on va taper le métal dur, tu vois, et vil, pour essayer d'en faire quelque chose de lumineux et qui soit utile, etc. Un outil, une arme. Euh, et c'est pas facile. Il va falloir taper dessus, il y aura des étincelles, tu vois, il faut des gros gants pour pas se brûler. Tu peux te faire mal en le faisant, quoi. Et, mais c'est le lieu de la puissance, là où tu forges le monde. Le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, c'est accepter l'asservissement et faire partie de la hiérarchie. Donc, je suis chef d'entreprise, chef de service, professeur à l'université, journaliste sur BFM, etc. J'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir sur les autres. J'ai pas de puissance. Je peux rien forger. Pas moi qui forge le monde. On me dit ce que je dois faire. Le professeur d'université, il n'invente rien. Il répercute le savoir à l'identique. Et il faut que ce soit à l'identique. Et même s'il y a eu des avancées, très souvent, le savoir qui est donné, on sait qu'il n'y a pas ces avancées dedans. Il n'y a pas la recherche top tendance. Parce que la recherche top tendance, ça, c'est la puissance. Ça, c'est la forge. Et donc, il y a une espèce de méprise dans notre société où on te fait penser que la puissance et le pouvoir, c'est la même chose. Alors, ce sont deux ordres différents. Et la puissance nécessite une prise de risque, nécessite d'aller dans la zone du dehors, nécessite d'être ce soliste pendant le bœuf, quoi. T'es pas en train de tenir t'es en train d'amener quelque chose de nouveau au groupe qui va potentiellement ensuite s'en servir, se l'approprier et le mettre dans son organisation collective. Donc, à mon sens, tu vois, j'ai longtemps été décroissant à critiquer la technologie et à être vraiment ouais, un technocritique, même on pourrait dire un penseur technocritique, hein, c'est-à-dire à essayer d'articuler une pensée construite là-dessus. Et j'en suis maintenant à un stade très différent où je pense qu'effectivement, là, sur l'intelligence artificielle, vous devriez tous qui nous écoutez commencer à comprendre, utiliser, rentrer dans les ressorts profonds de comment marche un LLM, qu'est-ce que c'est, à quel point ça et jouer dans différents sens, pas en faire pas que lui soit votre ami qui vous a apprivoisé, mais que vous l'ayez dompté, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est un monstre dangereux qu'il faut dompter, mais il reste dangereux. Quelque chose t'as dompté, ça reste dangereux. Et tu peux faire certaines choses avec lui, mais d'autres, il faut pas le faire. Tu mets ta tête dans la gueule du lion, quand même des chances que, même si t'es le meilleur du cirque, à un moment, il referme ses dents sur toi, quoi. Donc peut-être que là, faut voir jusqu'où tu peux aller. Et jusqu'où tu peux aller, c'est justement jusqu'où est ton niveau de maîtrise. Et par maîtrise, j'entends, tu disais, il y a ce mot maîtrise, il prête à confusion aussi. C'est quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui est un penseur américain, un philosophe, qui a beaucoup écrit sur la question de la technique et de l'artisanat et de l'industrie, en faisant la grande différence entre l'artisanat et l'industrie. Et donc, il met en face des facteurs d'orgue, donc des gens qui font les tuyaux d'orgue, bon, des gens qui
qui rétament du métal ou des trucs comme ça, ou des ébénistes qui font à la main une très belle pièce de bois, une armoire ou un truc comme ça, versus Ikea ou tu vois, un truc tu passes dans la défonceuse découpeuse, t'as mis un arbre et il te sort un schlum blog pour mettre dans ta cuisine. Et ça c'est Ikea, quoi. Il y a plus tellement d'artisanat. Et, euh, et donc il fait la différence entre les deux et il dit d'un côté il y a probablement une relation au monde qui est de l'ordre de la maîtrise créative d'un monde projeté. Maîtrise créative, c'est je veux être le maître, je veux être tout puissant, je vais l'oubris prométhéen d'être le démiurge à la place du démiurge. La folie des grandeurs de ah c'est moi, je suis le maître du monde. Et créative, c'est ouais c'est toi qui vas créer. Mais tu vas le projeter sur le monde. Projeter dans ce mot, tu vois, jecta, c'est lancer, c'est jeter, pam. Projeter, tu vas jeter en avant. Et donc tu vas projeter sur le monde, tac, en violence, en force, ce que toi tu penses être le monde qu'il faut. Donc tu es dans une maîtrise créative d'un monde projeté. C'est les gens de Davos, par exemple. Les gens de Davos sont dans une maîtrise créative d'un monde projeté. Ils veulent faire advenir quelque chose en force, contre la vie du monde. Et ils vont utiliser toutes les techniques dégueulasses de séduction, de nudge, d'ingénierie sociale, d'astroturfing pour arriver à te faire penser que tu aurais envie d'avoir les villes de 15 minutes. Tu vois, c'est ça qui est formidable, que tu aurais envie d'avoir une CBDC, Central Bank Digital Currency. Tu veux absolument avoir une monnaie banque centrale digitalisée parce que le cash, non, c'est pas bien quoi. Tu veux absolument affacturer par une centrale numérique digitalisée, centralisée sur ton pays, ce qui est en train d'arriver en Belgique. Vous savez peut-être que actuellement toutes les factures maintenant sont centralisées sur un seul serveur qui appartient à une société privée d'ailleurs, qui se sert au passage. Et comment ils ont eu le marché, c'est pas un système mafieux ça. Et au nom d'améliorer les choses en termes de facilité pour l'entrepreneur. Tu parles, l'entrepreneur est marqué sur un bout de papier, bon, c'est temps, on fait combien au black, et puis, ok, ça, c'était le plus simple pour l'entrepreneur, tu vois. Et combien je paye pour les impôts pour continuer à avoir la sécu, etc. Bon, tu vois, il y a un arbitrage, qui était assez juste, assez sain, qui permettait de recentrer le niveau de fiscalité sur le niveau de vie nécessaire pour la personne, tu vois. Bref, il y avait cette adaptation-là. Là, non. Au niveau de la fiscalité, il faut plus que personne ne puisse gruger. Sauf que la fiscalité savait être déjà très bien qui grugeait, comment et pourquoi. Les doubles comptabilités existent depuis longtemps. Et bah non, ça t'est imposé. Ça, c'est la maîtrise créative d'un monde projeté. Ok. Et C'est un il peu faut ce se qu'on rendre trouve compte dans que le nous, foot aussi. Dans le football avec la VAR, tu sais, je sais pas si tu suis un peu, mais aujourd'hui il y a non, l'arbitrage vidéo parce qu'en fait, si tu veux, moi il y a quelque chose de romantique que j'aime dans le foot, c'est la main de Dieu de Maradona, quoi. C'est voilà, le gars ouais, saute, hop, il met la main, but Argentine contre l'Angleterre en pleine guerre des Malouines. Et le gars il dit non, écoutez, j'ai pas triché, c'était la main de Dieu. Enfin, moi je trouve que ça c'est beau. On est en 86, là on est 30 ans après. Aujourd'hui c'est impossible, dans le sens où on va perdre 10 minutes, l'arbitre il va aller voir la vidéo, il va la regarder 15 fois. Et après il va regarder, ah non, il y avait main, donc désolé, il y a une sorte de froideur du jugement qui casse le romantisme selon moi. C'est-à-dire que, bon alors moi, l'exemple aussi, bon, c'est qu'il y a 20 ans, bah, de 86 à 2006, où t'as Zidane qui met ce fameux coup de tête que, bon, comme tout le monde sait, ce que lui dit son adversaire à ce moment-là, c'est injurieux, ça l'a fait sortir de ses gonds. C'est bien dommage pour moi, français, parce que j'aurais bien aimé qu'on gagne la Coupe du Monde, mais pour moi, ça fait partie du jeu. Et l'arbitre, pour moi, c'est un peu comme le flic dans la rue, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, toi, t'as fait ton petit truc, une petite filouterie, le flic est passé, tu t'es caché un peu derrière le mur, bah, il a pas vu, c'est comme ça. Alors que si aujourd'hui on arrive dans un monde robotisé où tu as la caméra qui t'a vu, on a senti ta chaleur corporelle, donc forcément c'était toi et que ta carte bleue a vibré. Ouais, les gars, enfin, tu sais, il y a plus cette chaleur ou ce côté aussi, bah, qui est très humain en fait, je trouve. ouais, t'as raison. Ouais, et le parallèle pour les flics est frappant. Effectivement, avant tu pouvais discuter, même si le flic te prenait, tu pouvais toujours dire non, mais je vais chercher mes enfants, je t'ai pressé. Vous savez, ma femme est en train d'accoucher, ou mon chien est malade, ou ce que tu veux, tu vois. Puis ça prenait pas, mais ou c'était vrai ou pas vrai d'ailleurs, parce qu'il y avait des fois c'était vrai. Et le flic pouvait faire preuve d'humanité. C'est-à-dire qu'il avait cette porte ouverte à dire je ne suis pas qu'un uniforme, je ne suis pas là que pour faire raquer le citoyen pour arrondir les fins de mois de ma comptabilité et avoir des primes parce que j'ai réussi à avoir plus
plus de gens que j'ai rackettés. Non, il y a autre chose, quoi. Et je peux sortir du cycle économique. Et ça, c'est intéressant parce que, enfin, sortir du cycle marchand, comptable, si tu veux, et spéculatif financier. Or aujourd'hui, on voit bien, là, que ce soit les flics ou autres, ils sont tous dans une spéculation financière. Il faut qu'à la fin, au mois de décembre, là, on se prend tous des amendes parce que d'un coup, il faut aligner le tableau comptable, quoi, tu vois. Et effectivement, on arrive à une sorte de déshumanisation. Et donc, en regard de cette maîtrise créative d'un monde projeté, il y a une autre façon d'être au monde. C'est celle de ressentir et du ressenti, d'un ajustement permanent à un monde ressenti avec finesse. Et par ajustement, j'entends se mettre au juste endroit. Euh, et ça va être ressenti. Et on sait très bien qu'il y a des choses, tu vois, à certains moments, tu peux le faire avec certaines personnes. Tu t'es ajusté, tu as ressenti. Tu peux faire de l'humour à ce moment-là sur Israël avec telle personne. Avec d'autres, non, là, tu pourras pas. C'est pas la peine. Euh, et, et ça, c'est quand même intéressant de se dire que c'est justement un peu la danse avec le monde tel qu'il est. Tu vois, il y a vraiment cette idée que c'est la même chose dans un combat. Si dans un combat, t'as que des gestes automatiques préparés, etc., bon, bah, peut-être que la force de frappe de ce que tu vas faire va être un peu inarrêtable par le mec en face qui va juste rien comprendre au début. Mais il y a des chances qu'au bout d'un moment, l'automatisme de ce que tu as mis en place, même s'il est le plus performant possible, l'autre invente trouve des failles, arrive à trouver des endroits où il va t'en coller une malgré tout, à tourner autour de toi en même temps que tu le fais, et à vaincre le robot. Même s'il a une cuirasse gigantesque ou autre. Parce qu'il va le débrancher, parce qu'il va le déprogrammer, parce qu'il va arrêter de lutter en face juste contre ce robot qui a des énormes poings et une cuirasse énorme. Mais par contre, dès qu'il passe derrière, il est capable de le faire. Et pour moi, il y a pas photo. C'est-à-dire que l'évolution du monde, elle n'est faite que par ces gens qui ressentent et s'ajustent, pas par ceux qui appliquent le protocole tel qu'il est prédéfini et où on sait déjà la fin de l'histoire. Normalement, tu dois pas connaître la fin de l'histoire. Sinon, le récit, il a aucun intérêt. C'est pas, quand c'est cousu de fil blanc, bah, en gros, ça pas, tu t'en fous, quoi, de l'intrigue. Donc, je reviens sur ce qui m'aide à me ressourcer. C'était ta question de tout à l'heure, mais on a dérivé ensuite sur cet être au monde et sur la technique. Mais pour moi, c'est la rencontre justement de l'imprévu. Ça m'aide énormément. Et tu vois, je vais donner un exemple débile, mais là, il y a quelques mois, mon père a eu 75 ans et on lui a offert pour ses vieux jours un baptême de l'air dans un petit coucou, tu vois, un truc qui vibre dans tous les sens, une sorte de semi-planeur et tout ça. Et c'était au fond de l'aérodrome de Bédarieux, donc dans le sud, là d'où vient ma famille. Et, euh, et on arrive sur l'aérodrome, et moi c'est un monde que je connais pas du tout, tu vois. Puis on arrive, il y a deux vieux, un il a son gros casque comme ça sur le tarmac, en train de parler dans le micro pour un mec qui est en train de tourner. Puis l'autre c'est l'instructeur, il fait quatre blagues et à mon père qui est un peu verdâtre, tu vois, de devoir faire ça, mais qui vient de ses rêves un peu de gosse, quoi, tu vois. Et euh, et puis je regarde ça, je regarde ces gens et qui vivent là, c'est leur vie. Ils aiment ça, ils passent leur journée ici, quoi. Être là, à regarder la nature, et puis les trucs qui s'envolent, à regarder la manche à air, s'il y a trop de vent, pas assez, tu vois, à juger de l'atterrissage de Gérard et puis de Nadine, est-ce que comment ils ont rebondi une ou deux fois, tu vois, tel ou tel coucou, est-ce qu'il est vraiment maniable ou pas. Puis je vais dans les hangars, puis dans les hangars, tu sais, il y a des vieux avions genre biplan avec des flammes sur les côtés, avec une tête d'Indien énorme, tu vois, et je rentre dans ce monde-là, en disant, waouh. Et puis je vois des magazines avec le prix des avions, tu vois, de la pub, tel ou tel super pilote qui a fait ci ou ça, des pilotes de ligne qui expliquent aussi ce qu'ils font dans leurs loisirs et tout. Et, euh, et puis je découvre ce monde, tu vois, et je vois un monde entier de gens qui ils vivent ça. Tu vois, moi je connais pas ça, c'est étrange, quoi. C'est un peu, c'est comme découvrir un nouveau pays, tu vois, ou une nouvelle culture, une nouvelle façon de dire les choses, et d'imaginer à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que sa vie, elle est à la fois elle vient percuter la tienne là, vous êtes dans la même rue au même moment, vous êtes à la même machine à café au même moment, vous êtes en train de regarder le même live sur internet et mais c'est quoi leur vie, tu vois, et là tu as des récits entiers, des romans entiers qui pourraient se faire de la biodiversité du nous.
On a l'impression d'être pareil, mais on n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. On l'a peut-être vu pendant le Covid. On cherchait à nous rendre exactement pareil. Pourtant, on a tous réagi de manière extraordinairement différente à ce qui était en train de se passer. Et tu vois, donc, on est en permanence dans une sorte de mouvement d'appariement, à essayer de faire partie de quelque chose et de trouver des points communs, des choses qui résonnent. Et puis, de l'autre côté, de voir la multiplicité de à quel point la vie, la nature forme des figures différentes, un foisonnement extraordinaire. Et pareil, là, tu me parlais d'un jardin, je regarde le jardin en même temps là sur ma gauche. Et puis le printemps va bientôt arriver chez nous parce qu'il arrive assez tôt. Et, euh, et je sais déjà quoi que ça va être un foisonnement de trucs complètement imprévus, et y compris dans mon jardin que je connais. Il va y avoir des nouvelles plantes qui sont arrivées, des nouveaux petits animaux, peut-être des oiseaux que j'ai pas vus ou qui font un truc différent d'habitude. Et ça, pour moi, ce moment-là de m'abîmer dans la contemplation de cette diversité-là, pour moi, c'est extrêmement ressourçant. Ça évacue toutes les tristesses, toutes les noirceurs, tu vois, tout ce que je pensais être les damnations, le monde il est comme ça et pas autrement, on est dirigé par une horde de salauds, tu vois. Mais d'un coup, bah non. Et ça, c'est pour moi l'extraordinaire ruse de Dieu, tu l'appelles comme tu veux, quoi. C'est qu'au fond, le diable peut pas gagner, quoi. En fait, chaque matin, quand quelqu'un dit bonjour à son voisin avec un sourire, le diable fait merde, caramba, encore raté. Ils devraient se détester. Ils devraient être tous derrière leurs écrans. Tu vois, on devrait être derrière nos écrans non connectés. Et aujourd'hui, on se retrouve. Tu vois, dans des diversités, des biodiversités culturelles, d'appartenance et tout, très différentes. Pourtant, on se retrouve, on se sourit, on se dit bonjour, on partage des choses, on essaie de trouver des points de ralliement et d'essentiel. Encore une fois, le diable a raté, quoi. Il voulait que cette matrice-là, on soit derrière, tout seul, à se faire pomper notre énergie, quoi. Bah non. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est à notre humble échelle ce qu'on essaye de mettre en place avec le club du Corniquet. On est dans une prolongation, un prolongement de ce qu'on faisait avec Réinfo Covid et aussi en parallèle de toi, ce que tu fais de ton côté avec les conférences. Nous, bon, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, festif pour essayer de réunir justement tous ces gens qui réfléchissent, qui, à la base, n'ont peut-être rien à voir, exactement comme tu dis. Un qui est passionné d'avion, l'autre qui est passionné de bateaux, l'autre de machines, etc. Qu'on puisse se retrouver autour d'un bon repas, d'un bon apéro. D'ailleurs, j'en profite pour dire que bah, tu seras notre invité avec Nicolas Vidal le 14 mars. On est vraiment ravis de t'avoir pour la première et c'est vraiment un grand honneur pour nous. D'ailleurs, au nom du Club du Cosmic, on te remercie encore. Et pour nous, c'est important qu'on essaye de se retrouver, de se croiser, de parler, et comme tu dis, d'aller à la découverte de l'autre et de voir ce qui foisonne en lui, ce qui est. Et c'est le charme aussi de l'improvisation, pour reprendre le parallèle du jazz, c'est voilà, on est là, on est ensemble, bah, qu'est-ce qu'on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, bah, je te laisse enchaîner sur ton jardin parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse. Que devient ton jardin depuis 2021? La dernière fois que je suis entendu en parler, c'était lors de tes entretiens avec Stéphane Chatry sur Ah oui. l'excellente chaîne Éthique Attends. Privée. Et, Juste, j'ai une question avant de te répondre. Le club du Corniquet, derrière toi, il y a le symbole. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? oui, bah, le corniquet, en fait, c'est une horloge décimale, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça va pas jusqu'à 12, c'est une horloge qui va jusqu'à 10. Et voilà, c'était juste un symbole qui nous plaisait. À nous, on est trois, en fait. Alors, donc, bah, il y a moi qui suis artiste, il y a mon ami d'enfance qui est entrepreneur et un autre ami de 20 ans déjà qui est dans l'événementiel. Voilà, bon, on est juste des citoyens normaux qui constatons la situation comme beaucoup des gens qui nous écoutent. Et voilà, on voulait se donner un nom qui soit, je sais pas, qui ait un peu de l'allure. On aimait bien le corniquet, et puis il y avait une sorte de jeu de mots avec, si tu prends le corniquet et tu le sépares en deux mots, je trouve qu'il y avait un petit jeu de mots qui était assez rigolo. Mais voilà, rien de plus, quoi. C'est juste une horloge, en fait. C'est juste une horloge, et puis c'est vrai que nous, on aime bien cette notion aussi de temps, parce que ça, c'est une expression africaine qui dit que l'homme blanc a la montre, mais nous avons le temps. Et, nous, on aime bien cette idée aussi voilà, de détourner, comment dire, on en parlait au début de l'émission, de toutes ces sortes de grands raouts, de gens puissants qui se retrouvent pour réseauter, pour continuer de dominer le monde. Bah, nous, on veut faire exactement l'inverse, mais c'est vrai que euh, c'est intéressant d'observer ce que fait ton ennemi
et d'observer ce qu'il fait bien, en fait. Et enfin, ton ennemi, ton adversaire, celui qui est en face de toi, en tout cas celui que tu prétends quand même un petit peu combattre, on va pas se mentir. Je trouve que ce que les méchants font bien, c'est s'organiser. On parlait de mafia tout à l'heure. Il n'y a rien de mieux organisé qu'une mafia. Voilà, les gens ne se balancent pas entre eux, les gens sont solidaires et ils s'entraident. Ils se prennent le temps de se former parce que quand tu vois que des mafieux vont même jusqu'à former dès l'enfance de futurs avocats pour qu'ils puissent après contourner. Enfin, voilà, là tu te dis, waouh, les gars sont dans un projet à long terme qui est assez effrayant d'un côté, parce que pour moi, c'est pour faire, entre guillemets, le mal. Mais quand tu essayes justement, de te retrouver entre pairs, moi, c'est un peu une claque que j'ai pris pendant les Gilets jaunes, où j'ai vu des gens qui manifestaient, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Je me dis, bah, on peut peut-être utiliser certaines des méthodes des gens en face, et surtout prendre le temps, en fait. Et je t'ai déjà entendu en parler de cette notion de temps. Pour moi, c'est une notion qui est fondamentale, dans le sens où je pense qu'on n'arrivera à rien en montant sur une table, en hurlant non, non, faisons une manifestation, stop, basta. Oui, d'accord, mais je pense qu'il faut essayer d'être plus subtil que ça. Après, je sais pas si on va y arriver, mais je pense que le chemin est plus important que la ligne d'arrivée, en fait. C'est ce que tu fais, ce que tu peux ajuster en cours de route, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ah non, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant cette idée de temps. Effectivement, il m'est apparu clairement que le fantasme d'un grand soir où on renverserait la table en prenant le pouvoir, c'était une illusion, ou que si ça se passait, bon, si vous regardez dans tous les pays, c'est fomenté par la CIA, par le Mossad, tu vois, ça veut dire que t'as des bailleurs de fonds, quoi. T'as des gens qui sont des commanditaires, et c'est quand Macron vient de manière soi-disant disruptive transformer tout le système. En fait, non, pas du tout, quoi. Il vient parachever le système exactement comme il est, et ce sont toujours les mêmes commanditaires derrière. Et donc ça, c'est pour moi un point important, c'est renoncer à ce fantasme-là et dire tout ça est lent, patient, méthodique, déterminé, et effectivement probablement plurigénérationnel. La transformation du monde est quelque chose de lent. Ouais, on passe par les d'inertie de nos concitoyens. Quelque part, c'est un système défensif. Hein. On pourrait dire c'est sain, assez sain pour un système de garder son inertie. Parce que s'il passait son temps à se transformer, il saurait même plus où il habite. Et là encore, on pourrait se dire, les gens rêvent que tout se transforme et tout. Attendez, le confort dans lequel on est, il est au prix de cette mafia qui nous gouverne, etc. Et donc le un renversement brutal signifie aussi un chaos, une réémergence de la violence, du sauvage, que pour un grand nombre d'entre nous, on n'est pas prêt à assumer. Et le Euh, risque qu'on aille dans un sens bah, dans lequel on voulait pas aller, forcément, en fait. ouais, exactement, et de Dans la panique, tu reproduire à commences à. l'identique, en fait, et on l'a vu dans certains collectifs, se reproduire à l'identique des structures de pouvoir, de perversion, euh, où les gens sont intéressés par le pognon, par le fait de dominer les autres. C'est un mot là d'ailleurs, j'en profite, j'y pense. Tout à l'heure on parlait de puissance et de pouvoir, mais j'aimerais différencier aussi pouvoir de et pouvoir sur. Il y a un pouvoir sur les autres, ok, mais il y a un pouvoir de faire quelque chose. Et ça, c'est deux choses différentes. Et il faut pas confondre. Avoir un pouvoir sur les autres, les asservir, leur abaisser la tête, etc., donne l'impression d'avoir un pouvoir d'eux, mais c'est pas vrai. Je ne fais rien, je suis juste en train d'utiliser les autres pour arriver à faire quelque chose. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai un pouvoir de faire quelque chose, et à partir du moment où je le trouve, ce pouvoir de faire quelque chose, il me semble qu'il y a plus je le fais, plus c'est facile. Plus je donne, plus je reçois. Plus quand je donne quelque chose, j'ai rien perdu quelque part. Tu vois, et c'est pas facile de trouver le juste endroit, l'ajustement correct, parce que tu vois qu'assez vite d'autres gens vont chercher à utiliser justement ton pouvoir de faire quelque chose pour eux avoir un pouvoir sûr. Euh, et donc ça peut être dans le monde artistique par exemple beaucoup le problème du pognon, c'est-à-dire le talent de quelqu'un, à quel point il va être utilisé par quelqu'un. Et actuellement YouTube par exemple suce toute nos énergies créatives en nous reversant des miettes sous la forme de quelques rendements sur la pub, quoi. J'ai essayé de monétiser tes vidéos, je peux vous dire, on touche pas grand chose, quoi. Hein. À la fin, là,
même, enfin, ça peut marcher hein, si vous avez des millions de viewers, mais bon, quand vous êtes un dissident, que vous êtes blacklisté par le système, que votre nom même buzz en énorme dans tous les algorithmes de YouTube en disant ah, Fouché, blacklist totale quoi, foulé au fin fond de l'algorithme, il sera jamais proposé à quelqu'un. Ah, faut que la personne soit abonnée à 10 trucs cohérents avec ça pour éventuellement le mettre dans le fil de proposition initiale, tu vois. Ah, mais sinon, il y a aucune chance que Gérard, Nadine ou Kevin y voient un jour Louis Fouché apparaître dans leur fil de discussion, même si c'est complètement connexe à leurs préoccupations. Bref, donc dans ce cas-là, l'État américain prend 30% d'impôts et là actuellement sur enfin ouais, tu peux toucher 80 € par mois, moins 30%. Donc bon, ok, pour des heures et des heures de travail quoi. Tu vois, t'as interviewé des gens, bon bref. Donc ça c'est intéressant de voir à quel point notre système il suce l'énergie comme ça de la jeunesse et de la et vous pouvez même considérer que des multinationales, quand elles sont en train de racheter des startups, de sucer des startups, de faire des pépinières de startups, au fond, elles sont en train d'élever des enfants pour sucer leur énergie. Et c'est de la pédophilie entrepreneuriale. C'est la même chose que la pédocriminalité. Et tiens, c'est marrant, c'est les mêmes. Les propriétaires des grandes multinationales sont les mêmes que ceux qui violent des enfants et font la même chose avec des startups et font la même chose avec l'ensemble de la créativité du monde. Cherchent en permanence à la sucer et à l'éteindre. Parce que chaque idée qui vient, ils vont la réutiliser, la réemployer. Les 15 Minute Town, par exemple. En gros, c'est la nostalgie du village. On a tous une nostalgie du village. De vivre avec des gens autour, où on a une interaction écologique réelle, où je suis ton médecin, t'es mon boulanger, t'es l'artiste, t'es celui qui garde mes enfants, et puis toi t'es le fou du village dont on prend tous soin. Tu vois, c'était ça le village avant. Puis on s'aime pas, c'est pas grave en fait. On vit ensemble. Donc de toute manière, il va falloir qu'on dépasse le fait de s'aimer ou pas s'aimer. Ou en tout cas, il va falloir qu'on le transforme d'une manière ou d'une autre, parce que sinon on va mettre en place un système infernal de vendetta et on va avoir des grandes polarisations comme en Corse par exemple, tu vois, où tu as des vengeances sur des centaines d'années quoi, où les gens ne se souviennent même plus de l'événement initial qui fait qu'on doit détester telle ou telle famille quoi. Et mais je parlais finalement de cette question de la tu parlais du ressourcement, puis après on a parlé de la technique, puis après on a parlé de la mafia, puis après on a parlé de ceux qui nous gouvernent, puis après tu m'as relancé sur la question de la biodiversité, du foisonnement et du jardin et de tout ce qui pouvait survenir d'imprévu. Moi j'ai vraiment confiance dans le fait que l'imprévu survient à l'intérieur de tout ça. Il n'y a pas de damnation, que même quand on a l'impression qu'on va être pris au piège à l'intérieur d'un truc complètement univoque, il y aura des contournements et que c'est la jeunesse qui nous l'offre. Et si tu prends, moi j'ai discuté avec certains jeunes, ils savent déjà où mettre leur argent en bitcoin, en machin, en truc, ils ont un portefeuille de 3 cryptos, d'Ethereum, de machin, moi je comprends rien, je suis sur un livret A, sur ma banque unique, tu vois, où j'ai de plus en plus de mal à faire un virement parce qu'on me demande 15 trucs d'identification à chaque fois, on me demande 48 heures avant de mettre un nouveau bénéficiaire et tout. Je sens bien qu'on est en train de me voler mon argent si tu veux, mais je sais pas faire autrement quoi, tu sais, à part le cash, je sais pas faire autrement. Mais quand je discute avec des jeunes, ils ont déjà une idée ils ont déjà plein de filouteries, plein de ruses, d'astuces pour passer à travers. Et donc, la question, c'est de rester suffisamment plastique pour, est-ce qu'on est capable de continuer à trouver des astuces, quoi. Et je reviens sur le corniquet. Tu parlais d'une horloge à 10 heures, à 10 graduations. Ça peut paraître étrange, j'allais dire, mais alors ça compte quoi? Ça compte quel temps? Tu vois, c'est pas notre référentiel. Et une des caractéristiques du sacré, c'est d'être un temps hors du temps et un lieu hors des lieux. Si vous prenez tous les textes anciens sacrés, qu'ils soient des légendes ou autres, c'est toujours en ce temps-là. Il était une fois. Ah, c'est quoi la date? C'est quoi le jour, l'heure, quoi même la saison? Ça savait trop rien, quoi. C'est pas de l'histoire au sens historique du terme. Faudrait dater sur une grosse flèche le 23 juillet 1967. Il s'est passé ci ou je sais pas quoi. Non, c'est in illo tempore, on dit en latin, en ces temps-là. Et c'est des temps hors du temps. Si vous réfléchissez dans vos journées, il y a souvent des temps hors du temps, où le décompte des heures, des minutes ne se fait pas. En tout cas, la granulométrie du sablier passe pas à la même vitesse, quoi. Ça, vous avez un marqueur très sûr du fait que ça y est, vous avez atteint un endroit hors du temps. Cet endroit hors du temps, il peut être profondément sombre, et vous allez y perdre votre énergie,
par exemple, vous mettez sur Twitter et vous commencez à scroller, quoi. C'est un temps du temps. Vous sortez du truc, ah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai détruit 1 heure et demie de ma vie, ou 30 minutes de votre vie. Ok, là faut en être conscient. Qu'est-ce que vous laissez rentrer dans cet temps hors du temps ou dans ce lieu hors d'un lieu? Parce que c'est comme une porte ouverte à l'infini. Et cette porte ouverte à l'infini, est-ce que je laisse y pénétrer des gens qui vont venir investir cet espace-là, euh, et potentiellement engrammer dans mon cerveau des choses dont je veux pas? Un des trucs qui m'a frappé, c'est, et je suis le premier à faire ça, hein, c'est d'écouter des podcasts, des trucs dans des moments de rêverie. Et tu vois, à la fois, bon, il y a le truc qui joue, tu l'entends, tu l'entends pas. Il y a des moments où tu te reconcentres, d'autres moments où tu te reconcentres pas. Il y a une sorte d'aller et venue, quoi, hein, presque méditatif. Et de l'autre côté, je me dis, mais attendez, c'est des moments où on est hyper poreux à l'information. C'est temps hors du temps, c'est lieu hors d'un lieu. Et donc, il faut veiller, mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire choisir volontairement. Puis de l'autre côté, donc t'as cette espèce de quotidien où tu te fais envahir. Ou au contraire, tu pourrais dire non, moi je laisse rien faire, je laisse la rêverie se mettre en place, la méditation. Je regarde la lumière jouer sur les feuilles, puis les nuages qui passent avec le vent, parce qu'il y a du Mistral là aujourd'hui. Et tu vois, c'est à la fois l'éternité suspendue du soleil méditerranéen, quoi, qui tape sur le rocher blanc, éternel depuis des milliers d'années, quoi, où les Grecs sont arrivés là. C'est des terres où il y a toujours eu des humains, quoi. Il y a toujours... Et puis à la fois, il y a ce mouvement de la nature, quoi, qui ne cesse de bouger quand même, qui C'est ce fait qu'on avait passer des tendance à nuages, faire. qui souffle. Quand on était gamin, c'est ce qu'on avait tendance à faire aussi. Ouais, Beaucoup. exactement. Et moi, parce que, enfin, ce que tu décris, c'est ce que j'ai, enfin, dans mon premier livre, qui est bon, un mini livre que j'ai sorti juste en e-book, qui est enfin, le titre est assez provocateur, mais le sous-titre est, le titre s'appelle Nique sa mère. Nique sa mère dans le sens où, en gros, c'est ce qu'on pourrait dire en banlieue quand tu étais là, bon, je saute, j'y vais pas, j'y vais. Allez, tu sais quoi, nique sa mère, je me lance en fait. Tu vois, et donc le sous-titre, c'est précis de radicalité et de recherche du bonheur. J'en parle de ça parce que le dernier chapitre s'appelle No Future. Et je dis que justement, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de ce qui va se passer pour comment. Et ce moment présent, alors ce que tu appelles justement le temps hors du temps, moi c'est ce que je décris quand je parle du jeu. Alors le jeu, ça peut être par exemple, comme on parlait d'un instrument de musique, tu es en train de jouer, tu joues du piano, tu es là, tu es perdu dans ton truc, et après tu me dis, oh, bah merde, il est quelle heure, zut, je suis en retard, etc. Et c'est ce que tu peux dire aussi à un enfant en fait, quand ton gosse est en train de jouer, tu dis, allez, c'est l'heure d'y aller. Mon enfant, il te regarde, mais de travers, genre, mais oh, attends, je suis en train de jouer, fous-moi la paix, j'ai pas envie, commence à se rouler par terre, etc. Parce que lui, il est pas dans ta temporalité d'adulte, en fait. Parce que toi, tu le rappelles, parce que c'est l'heure, parce que on doit aller manger, la douche, le truc, le machin, demain à l'école. Lui, tout ça, il est dans son truc. Mais par contre, c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce sont des moments où tu es actif, où c'est toi qui est acteur. Tu ne laisses pas, justement, t'es pas en train de scroller un peu, j'allais dire bêtement, non, mais enfin, tu vois, tu n'es pas en train de scroller passivement plutôt. Ou là, tu es actif dans le jeu. Et je pense que ces moments hors du temps, c'est important d'être joueur, d'être acteur de ces instants-là, en fait. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on peut les retrouver dans le jeu que tu décris, hein, le côté ludique. Il y a quelqu'un qui s'appelle André Stern qui avait écrit un livre qui s'appelle Jouer et qui décrit que lui, il a eu une éducation où il est jamais allé à l'école. En gros, ses parents le laissaient jouer, toujours jouer, et que il parle 8 langues, il est capable de maîtriser X milliers de trucs, tu vois. Enfin, et que notre schéma même d'apprentissage standard, qui est celui de l'école, il est probablement très à côté de la plaque de la façon dont réellement on effectue nos apprentissages. Parce que la plupart des apprentissages profonds se passent dans ces espaces-là de temps hors du temps. C'est des moments où tu es capable de reconcaténer les concepts, de les déconcaténer, de les reconcaténer, et de mettre des choses ensemble où, a priori, il n'y avait pas forcément de lien. Or, une grande partie de l'intelligence, c'est d'arriver à faire foisonner, justement, la possibilité de relation. Et pas du tout mettre en place un système univoque, il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça.
L'archiduc Ferdinand est assassiné à Sarajevo en 1914, etc., à l'été 1914, et donc il y a la guerre, et donc machin. Non, non, attends, il y a des enjeux de pouvoir, il y a le Bagdad Ban, il y a la revanche de 1870, il y a machin. En fait, il y a des occurrences multiples de plein de choses différentes qui contribuent à une manifestation à un moment, et à un état d'être sur l'ensemble de l'Europe qui fait que tout le monde veut la guerre, et surtout les grands industriels. Et que les techniques de propagande commencent à être suffisamment en place pour qu'on arrive à faire gober aux gens que c'est génial de faire la guerre. Et puis on va assassiner Jaurès, et puis on va de toute manière se débarrasser de tous ceux qui seraient pas d'accord. Et que en fait tout ça contribue à ce moment-là, de manière systémique, à l'arrivée de la guerre. Or on nous apprend toujours que des chaînes causales et conséquentielles simplistes, linéaires, or elles ne sont jamais comme ça. Pareil dans une maladie en santé, ah ben t'as fumé et donc t'as un cancer. Non, c'est pas vrai, il y a des gens ils fument, ils ont jamais de cancer. Et les gens ils ont pas fumé, ils ont un cancer. Donc tu vois, ouais, il y a cancer, le fumée c'est un élément, mais sûrement il y en a d'autres, il y a des cofacteurs qui viennent s'intriquer, et c'est toujours multifactoriel et multicausal. Et donc quand on dit une maladie, un remède, non, bien sûr que non. Une maladie, un patient, un contexte, une famille, une vie, un héritage culturel, somatique, métabolique, génétique, épigénétique. Et là-dedans, comment tu vas soigner, c'est sûrement un ensemble justement de choses à mettre en place. On appelle ça la santé intégrative, qui sont pas du tout non, je vais juste te vacciner comme ça tu feras pas ta maladie. Ça c'est juste complètement con en fait. C'est débile. Ça procède d'une logique qui n'a aucun sens. Et, euh, et je pense que on est quand même en train de quelque part découvrir la puissance du jeu, notamment en médecine. Tu vois, il y a tout le phénomène de simulation qui existe. C'est-à-dire le fait de te mettre dans des situations de simulation où on va faire comme s'il y avait un arrêt cardiaque. Et donc on va te mettre le scope qui fait bip 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 avec un son strident. On va mettre un faux patient en plastoc, quoi, tu vois, que tu peux masser, perfuser, etc. derrière. Et c'est très étonnant parce que tu pourrais dire bon c'est un truc en plastoc et tout, mais les gens quand ils le vivent pour de bon, comme si c'était vraiment en train d'arriver. Puis dans leur tête il se passe tout ça et ça s'engramme très très fort parce que ils sont mis dans cette situation de stress hypnotique d'apprentissage. Euh, et c'est intéressant que cette simulation, elle est justement utilisée pour te mettre un certain protocole dans la tête efficace. Arrêt cardiaque, tac, 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 2 minutes, massage cardiaque, choc électrique, 200 joules, injection d'adrénaline, 1 milligramme toutes les 2 minutes, telle personne fait ci, telle personne fait ça, telle personne fait ça, tu vois, vérifier les voies aériennes, vérifier tel truc, tel truc. Bref, t'as un protocole très précis qui te rend hyper efficient pour essayer que l'adversité de ce moment imprévu, extraordinairement complexe, soit simplifiée pour une sortie univoque. Et tu te dis qu'au fond, on passe notre temps en tant qu'humain à essayer d'inventer des routines de fonctionnement pour simplifier notre fonctionnement cérébral, pour dire on va pas à chaque fois réinventer l'eau tiède. Tu vois, on va pas inventer le fil à couper le beurre. Il faut que ça devienne automatique. Tu apprends à conduire. Bon, au bout d'un moment, tu réfléchis plus aux pédales, à le levier de vitesse, etc. C'est intéressant parce que quand j'étais jeune, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait vécu en Afrique pendant un bon moment et il m'avait dit, et je le voyais être très attentif, mettre vraiment beaucoup d'attention à, à chaque chose qu'il faisait. Tu vois, faire la cuisine, ranger le bateau, c'était en bateau, hein, mettre la voile, etc. Tu vois, mais vraiment avec une sorte de lenteur qui n'était pas du tout la rythmique standard de quelqu'un qui a, ok, c'est bon. Et je dis mais pourquoi, enfin, ça pourrait être plus simple, quoi, tu vois. Et dire mais tu vois, moi je voyais des gens, ils versaient de l'essence parfois dans un réservoir de voiture. Ils auraient pu mettre un tuyau de raccord, tu vois, pour pas en foutre partout. Non, là, ils avaient le truc comme ça, une espèce de seau avec de l'essence. Et puis, fallait qu'ils versent le truc avec le filet d'essence tombe pile dans le trou, tu vois, sinon ils en foutaient partout. Donc, une espèce d'attention extrêmement fine à essayer de le faire. Et vu de l'extérieur, tu pouvais dire, bah, c'est complètement con, quoi, en fait. Mais un tuyau, quoi. Et en même temps, il y avait une présence à l'instant de ce qu'ils étaient en train de faire qui n'avaient rien à voir. Ils étaient en phase d'apprentissage très profond. Et la finalité de verser le truc peut-être était un des éléments, mais au fond, comment le corps se place, les rapports de force, la révérence pour ce liquide très particulier qu'est l'essence, tu vois, qui est quand même un liquide pouvoir.
Tu vois, le truc contient des quantités de kilojoules de malade, quoi, avec 1 litre d'essence capable de faire passer une bagnole de 0 à 100 pendant 100 km. Enfin, tu vois, et c'est un truc, c'est étonnant. C'est vraiment une entité très particulière. Nous, on le verse à la pompe sans réfléchir, bim, on fout 100 balles et c'est fini. Et tu te dis, mais attendez, on a le minimum de, juste, vous avez vu le niveau de souffrance qu'il faut pour extraire tout ça. Juste le nombre de gens qui ont été sacrifiés, le nombre de pays qui ont été détruits, le nombre de sols qui ont été perforés à coups de trépans, etc. La destruction du Nigeria, la destruction le nombre de fantoches qu'il a fallu mettre en place dans tel ou tel pays par Total ou Agip ou je sais pas quel truc. Enfin, vous imaginez tout ce qu'il a fallu pour à la fin que moi j'ai mon litre de super qui vienne dans ma bagnole. Peut-être il faut de la révérence pour ça, une sorte de, ouais, un moment, en tout cas un moment de fascination, de dire waouh, je suis à la fois attiré et repoussé, je prends conscience de ce que c'est, parce que peut-être ma vie elle change dans ce cas-là. Effectivement, la rythmique ralentit, le, le temps s'effrite autrement, quoi. Donc tu vois, moi j'avais été frappé par cette histoire qui m'avait été racontée quand j'étais vraiment jeune, je devais avoir 17 ans ou 18 ans, et, euh, et j'avais cherché cette attention à l'instant. Il m'avait raconté aussi comment il grimpait aux arbres. Et l'idée qu'il y avait une expérience de flux qui pouvait se mettre en place en lui, où bah ouais, tu dois attraper une branche, c'est dangereux, mais il va y avoir plein de choses qui s'évaluent au passage. Est-ce que la branche, elle est suffisamment solide? Est-ce que mon poids de cette façon-là, il va bien se mettre? Est-ce que la façon dont je la grippe, comme ci ou comme ça, va me donner la force de passer au-dessus et, et sans assurance quelque part. Ça, c'est intéressant, sans assurance. Tu vois, il y a quelqu'un qui s'appelle, je vais retrouver son nom. Mais qui faisait de la slackline, tu vois, en très haute altitude, ce qu'on appelle des highlines, et sans assurance, c'est-à-dire sans avoir un harnais, un baudrier et un truc comme ça. Et tout le monde disait c'est complètement con, quoi. Il fait juste se tuer, quoi. Et, euh, et, euh, et en même temps, le type c'était sa vie, quoi. Euh, et tu le voyais en haut de ces lignes, en haut des montagnes, entre deux à-pics, au milieu des Alpes, comme ça, sur une espèce de ligne de 200 mètres, être capable d'osciller avec le vent, comme ça, et de marcher pas à pas sur le fil de la vie. Et est-ce que je tombe, est-ce que je tombe pas, est-ce que je m'arrête dans un instant suspendu, ou est-ce que je continue, quoi. Est-ce que j'essaie de courir ou est-ce que j'essaie de sauter, tu vois, tous ces trucs là, quoi. Et, euh, et il est jamais tombé. Et il faisait des conférences entières sur la question du risque, la question de euh, c'est quoi le risque dans nos sociétés sans risque, dans nos sociétés d'assurance intégrale. Quand est-ce que je prends un risque? Et est-ce qu'on n'a pas besoin de gens qui prennent des risques? Tu vois, ça tournait autour de ces sujets-là. Et puis avec lui, le vécu réel, quoi. Ouais, le mec prend des risques, quoi, à l'évidence. Et il est mort connement, en fait. Il est mort. Euh, il faisait de la slackline aussi entre deux montgolfières. Et il avait un truc de base jump, donc bah, il faisait de la slackline, puis peut-être au bout d'un moment il tombait, mais après il faisait un parachute, tout ça. Et puis là il est en train de gonfler une des montgolfières pour faire ça, et puis la montgolfière s'envole parce qu'ils ont oublié de l'attacher, et il s'accroche à la corde qui tient la montgolfière. Et sauf que la montgolfière elle monte très très vite, donc très vite t'es à 25 mètres de haut et là tu peux plus lâcher, donc il essaye de remonter au-dessus, mais plus ça monte, puis il est à 200, 300 mètres, 400 mètres de haut et il arrive pas à remonter, quoi. La corde est trop dure pour monter à la corde lisse comme ça, et il finit par tomber et il meurt. Jeune, hein, Tancred Mellet, ça y est, j'ai retrouvé, si vous voulez retrouver son parcours, son histoire, Tancred Mellet. Euh, et tu vois, c'est vraiment, ça pourrait paraître une histoire absurde, une histoire de vie absurde. Et en même temps, je pense qu'il a vécu à plein tout ce qu'il avait à vivre, quelque part. Voilà, donc, Oui. pour moi, il y a ces appels héroïques réguliers de est-ce que tu acceptes à un moment de sortir de ton confort et de vivre à plein. Et je sais pas si tu te souviens des années Covid, mais on a vécu plus de choses que tout ce qu'on a vécu peut-être pendant les 10 ans d'avant, quoi, en moins d'un an ou quelques mois. Tout ce qui a été fait par Réinfo Covid et le groupe, proprement hallucinant, en vrai. C'est pas possible. Tu as accompli des exploits, des miracles. Et ça, c'est pareil. C'est dans ces espaces-là, nous sommes capables d'accomplir des miracles. Tu vois, des miracles, chacun à sa mesure. Je veux dire, moi, j'ai pas guéri les aveugles, tu vois, Oui, mais, mais, tu vois, juste, moi, j'ai fait 3 bouquins, quelque chose, j'ai participé enfin, j'ai fait un film, j'ai participé à 5 films, on a fait des œuvres d'art, des trucs, sans compter tout le travail de militantisme et tout ça. Et tu dis, mais attends, je vois ma vie maintenant, je suis pas capable, en fait. J'ai pas l'énergie. Et ce que je crois, c'est qu'on est tous capables de beaucoup plus que ce qu'on pense
Ça, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La phrase célèbre, quoi. C'est une évidence vécue pour moi. C'est pas de la théorie. C'est un truc. Et il y a un côté trépidant à vivre ça. Ça, je pense que c'est un beau message que tout le monde devrait entendre. Avant de se quitter, Louis, j'aurais un quiz pour toi. Un petit tu préfères, ça prend 2 secondes. Alors, en fait, je te propose deux personnalités. Alors, c'est deux personnalités qui t'invitent à bouffer ce soir. Non, enfin, qui s'invitent chez toi à bouffer plutôt. Et D'accord. donc, tu dois choisir l'une des personnalités et ce que tu lui ferais à manger. Waouh. Ok? Donc, Ok. alors, je t'en propose deux. Alors là, Clint Eastwood. là, c'est le Ramadan. Tu sais, hein, c'est Ramadan et c'est le carême pour les chrétiens. Ah, ok. C'est aussi, Donc, donc ça on va se être dur projette la dans le bouffe, hein. futur. Ouais, on se projette un peu dans le futur. Clint Eastwood ou Al Pacino? Les deux quand même, hein, non? Ouais, ouais, ouais. Ça va être ça ma réponse à chaque fois. Et Peut-être pas. ils sont encore vivants ou parce que Clint Oui, Eastwood, les deux sont vivants. Ouais, Clint Eastwood ne mourra jamais, ouais, ça je c'est pense sûr. qu'ils, ah oui, c'est ça, ouais. Le mec fait des films à 90 ans et toujours sourire. Voilà quoi. Tiens bon la rampe. Non, c'est clair, il y a un côté. C'est deux dimensions du cinéma américain très différentes et en même temps qui révèlent l'âme américaine de manière assez profonde, quoi. Moi, Al Pacino, ça me fait penser au malfrat, quoi, tu vois, au côté mafieux et tout ça, un peu italien, le rital qui va buter quelqu'un, et le filou qui va passer entre toutes les gouttes, le menteur, quoi. Les États-Unis, c'est les rois des menteurs. C'est quand même Hollywood, c'est le roi des mensonges. Quand tu penses à l'énormité des mensonges qu'on a gobés moi, ces 5 dernières années, bon, il y en a un certain nombre, à commencer par le Covid, tu vois, mais après, tu déroules le fil, quoi. Tu dis, bah Ouais, merde, c'est clair. Bah, c'est un rabbit les hole. vaccins anti-Covid, ouais, les vaccins anti-Covid, ah merde, les vaccinations de l'enfance, merde, c'est un mensonge, quoi. Ah merde, les antidépresseurs, les anxiolytiques, c'est un mensonge. Merde, bah, alors ça c'est pour la Ouais. santé, hein. Et Mais enfin après bon, il y en a beaucoup, beaucoup, voilà. Al Pacino, a joué aussi le rôle d'un braqueur homosexuel dans un film de Sidney Lumet qui s'appelle Ah ça j'ai pas Un vu. après-midi de chien, A Dog Day D'accord. Afternoon, où il joue avec son ami John Cazale, qui a la particularité d'ailleurs d'avoir joué dans 5 films seulement, mais 5 chefs-d'œuvre. Après, il est mort. Il a joué dans The Deer Hunter, comment on dit déjà, le Voyage au bout de l'enfer avec De Niro, Meryl Streep. Il a joué dans L'après-midi de chien avec Al Pacino. Il a joué dans Le Parrain. C'est lui qui joue le rôle de Fredo, de- le frère Corleone, là. Voilà, après, je crois qu'il en a deux autres, mais j'ai oublié. Donc, alors, Clint Eastwood ou Al Pacino? Lequel tu fais entrer chez Ouais, toi? plutôt Clint Eastwood. Ok. Et qu'est-ce que tu lui prépares de bon? Il est pas bon, en fait. Qu'est-ce que je lui prépare à manger? Des ribs de porc avec. Non, ça, il connaît par cœur ces trucs-là, les trucs américains. Euh, non, je pense que je fais une salade tomate mozza avec huile d'olive, basilic, sel, poivre, tu vois, avec des très bonnes tomates là de l'été, et puis une bonne mozza di bufala italienne, ou voire même Ah, c'est les mozzas un peu fondantes là, comment ça s'appelle la les burrata? la burrata, voilà. Et Hmm. puis des copeaux de parmesan et un petit peu des pignons, tu vois, en entrée, avec un bon petit rouge voilà, qui fait tourner la tête un peu dès l'apéro, quoi, on va dire. Et après, une fois qu'on est joyeux, qui commence à raconter ses histoires, tout ce qui s'est passé à Hollywood, etc. euh, Là, on fait un. C'est plutôt moi ce qui me plairait. Là, peut-être Clint Eastwood, je sais pas si ça lui plairait, mais je pense qu'on fait un bon poisson là de méditerranéen avec du fenouil et tout ça. On passe à un petit blanc tranquille. Et puis pour le dessert, moi je sais pas très bien cuisiner, hein, donc il faudrait que je demande à des gens qui savent bien faire. Mais peut-être le poisson avec un petit peu de croûte de sel, tu vois, ou un truc comme ça, ou un truc Sympa. qui pourrait être un peu relevé, quoi, un petit peu qui vienne le secouer là, parce que je pense qu'en vieillissant, il s'est peut-être un peu papaïfié, quoi. Tu vois, il a moins le gun, le Colt à la ceinture, et il est un peu plus le grand-père, tu vois, qui La gâchette réfléchit un peu sur le moins monde. facile. Ouais. Donc là, et puis ouais, le dessert, faut réfléchir. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Ok. Bah alors maintenant, je t'en propose deux autres. Agnès Buzyn ou Christine Lagarde? Oh purée.
Non, Agnès Buzyn, pour moi, vraiment, ça aurait aucun intérêt, quoi. Je pense que, enfin, c'est vraiment quelqu'un que je perçois comme très superficiel, vivant dans un monde décorrélé du réel, il vit dans un fantasme très profond et qui au fond n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, elle décide rien du tout de rien de ce qui s'est passé, elle subit quoi, tu vois. Elle subit et juste, elle passe bien entre les gouttes, elle a les postes qu'il faut, elle a l'argent qu'il faut, elle aura la retraite dorée qu'il faut, elle a son mari qui gère l'INSERM, je sais pas quoi, tu vois. Tout va bien si tu veux, ils font partie des apparatchiks du système. Mais j'ai déjà rencontré des gens qui connaissent Agnès Buzyn et qui font partie de ce monde-là, euh, qui est un peu le monde des multimillionnaires tranquilles, tu vois, vraiment de la bourgeoisie euh, telle qu'on peut vraiment. C'est difficile de l'imaginer. Moi, je connaissais pas ce monde-là, je l'ai découvert, et qui sont des gens qui ne font rien par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils savent rien faire. Ils savent pas changer un pneu, ils savent pas réparer un robinet, ils savent pas cuisiner quelque chose. Ils ont, ils ne font que à travers l'argent. Donc en utilisant les autres. Et donc pour eux, c'est une norme d'utiliser les autres. Mais depuis l'enfance. Et donc ils vont te dire, ah j'ai fait telle maison, etc. Puis tu les vois arriver dans la maison, ils savent pas où est l'interrupteur, quoi. Non, toi, tu l'as fait. Ah non. Et puis ils vont t'expliquer quoi. Leur architecte a dit que c'était bien comme si tel truc par rapport à l'orientation du soleil. Et puis ils se sont inspirés des grands temples égyptiens, je sais pas quoi. Tu vois, un monceau de conneries en fait pour t'expliquer à quel point c'est formidable. Mais eux-mêmes n'ont jamais rien fait. Or il y a une terrible douleur, il y a une très tristesse là-dedans. C'est qu'ils sont, au fond, ils sont incapables de rien faire, sauf en utilisant les autres et en utilisant leur argent et en essayant d'asservir les autres. Et donc, ils ont aucune puissance d'agir. Alors que je pense que Christine Lagarde, là, on est un peu à un niveau au-dessus, tu vois. Là, Christine, la Cricri, à mon avis, elle, tu vois, dans l'architecture de comment ça marche, le pognon, comment on a servi les autres, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un, à mon sens, de beaucoup plus dangereux. Euh, au- et parce que là, on est face à quelque chose de plus satanique, au fond. Agnès Buzyn, j'ai envie de dire que non, je peux pas dire publiquement, mais il y a, il y a pas forcément beaucoup de fond, quoi, on va dire. Donc un petit McDo pour Christine? Un petit McDo pour Christine, Petit voilà. McDo à emporter, Ouais. quoi. Tu veux que je sois plus rapide. Non, pas de souci. Allez, un petit dernier pour la route. Miles Davis ou James Brown? Euh, Miles Davis, je pense, parce que espèce de truc dans la nuit, quoi. Pour moi, c'est un peu l'écoute dans la nuit, quoi, le cri de la trompette et tout ça. Euh, et puis une sorte de plainte, quoi. C'est pas la même façon de se plaindre, quoi. James Brown, je vois plus le rugissement du lion, tu vois, le hurlement de la bête blessée. euh, et alors que Miles Davis, il y a une espèce de douceur, quoi, de nostalgie, un peu de tristesse je l'inviterais bien, ouais. Je l'inviterais bien à faire un petit repas. Euh, un thaï, un truc qu'il connaîtrait pas, tu vois, qu'à l'époque ça existait pas, quoi, trop à New York ou je sais pas quoi, un truc, un thaï moderne là avec un pas de krapao, poulet, un peu épicé, tu vois, un truc, waouh, une espèce de surprise un peu joyeuse, essayer de lui mettre un truc, tiens, un peu joyeux pour le sortir du blues, quoi. Excellent. Excellent. Ah, attends, j'en ai un petit dernier, allez. Depardieu ou Marielle? Celui-là, c'est le dernier. Ouais, Depardieu. Marielle, je le vois un peu tristou, quoi, tu vois, enfin, pas très funky, on va moins rigoler. Depardieu, je pense qu'il y a moyen de rigoler, quoi. Bon, là, Et tu vas puis laisser là, l'addition, par contre, hein, au niveau de... tu vas essayer de- faire Là, des histoires à raconter. Puis là, je pense que je pourrais pas lui imposer un repas. Il va prendre entrée, plat, dessert, euh, antipasto, pesto, je sais pas quoi, anti primo piatto, digestif. secondo piatto, tout ce que tu veux, quoi. Effectivement, ouais, je peux me trouver un peu dépassé par par le côté ogre. Ouais, il y a un petit budget à prévoir, quoi. Ouais. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à... Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Est-ce que tu vois quelque chose, un éclair dans la nuit, une lueur? Un éclair dans la nuit. Ouais, je vois plein d'éclairs dans la nuit. Non, des questions que moi je me pose et donc où j'ai pas la réponse, hein.
Euh, J'aimerais bien avoir de temps en temps une boule de cristal pour voir le futur, tu vois, entrevoir. J'aimerais voir ça parce que ça me donnerait de l'espoir, tu vois. Euh, et en même temps, je sais que c'est vain, que les futurs, il y en a plein de possibles et qui sont à forger. Mais très souvent, je ressens comme une difficulté à imaginer un beau futur. Et on s'était posé la question il y a plusieurs années avec d'autres gens dans les milieux que je fréquentais, c'était d'arriver à substituer un futur dystopique, un imaginaire dystopique par un imaginaire un peu utopique. D'essayer d'être capable de rêver autre chose. Or, je vois que c'est en train d'arriver, il y a tout un mouvement littéraire et artistique euh, qui s'appelle le solar punk, qui essaye d'hybrider un peu une vision un peu naturaliste et puis la vie ensemble. Et tu vois, c'est un peu ces dessins que tu vois sur des journaux, des magazines comme Yggdrasil à l'époque quand ils ont fait Yggdrasil, où tu vois une grande fête se faire avec des enfants, des familles de toutes les couleurs qui jouent ensemble, etc. Dans un environnement naturel à la fois très beau et en même temps où il y a aussi de l'hyper-technologie. Euh, et où on a réussi à hybrider le plus beau du high-tech, enfin le plus formidable du high-tech et le plus naturel et vibrant du sauvage. Et, euh, et donc, ça commence à exister et je crois qu'on a besoin de gens qui nous prédisent l'avenir, sans qu'ils le prédisent vraiment, mais qui essayent de poser un avenir radieux pour qu'on essaye de suivre ce chemin-là. Et que petit à petit, le monstre tombe derrière nous, ou en tout cas qu'on s'organise de manière patiente, lente, méthodique, pour faire tomber ce monstre, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça j'aimerais bien. Louis Fouché, merci beaucoup. Mi-humain, merci beaucoup à toi. Nique sa mère, comme tu dis, quoi. On n'a plus qu'à sauter. Et on Ouais. se retrouve tout bientôt donc au club du Corniquet, je sais plus quelle date. C'est le 14 Euh, mars, dans un petit le mois. 14 mars, voilà, avec tous ceux du Var ou de plus loin qui voudront bien venir et discuter avec nous. Et avec Nicolas Vidal, qui a son franc-parler aussi, et que tu as interviewé. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils peuvent aller voir la vidéo du club du Corniquet de Nicolas Vidal, qui rentre un peu plus dans ses amours d'enfance pour le rock et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu. Ouais. Et La sur son lecture. parcours, son Ouais, ouais. parcours. Moi, je t'ai pas laissé me brancher sur le parcours, hein, t'as vu. Non, mais t'inquiète pas, je t'aurai la prochaine fois. Ouais, c'est- Ça marche. ça À marche. bientôt, Louis. À bientôt. Merci à tous.